jeune homme était confortablement assis dans un fauteuil en bois sculpté. Mais même dans cette position, il émanait de lui une impression de force et d'assurance. Il avait le crâne rasé, pour cette fois. En effet, il avait pour habitude de changer assez souvent de coiffure. Il lui arrivait d'avoir les cheveux coupés de manière à avoir la tête carrée, de se les faire tresser ou encore découpés en arabesque. Mais quel que soit l'aspect de sa chevelure, il émanait toujours de son visage une expression bienveillante et sa beauté n'était jamais altérée. Tout comme en ce moment où il observait son père. Ce dernier était installé de l'autre côté de la pièce dans un fauteuil semblable et il semblait être ailleurs que dans ce salon tellement il était perdu dans ses réflexions. Il paraissait vraiment très préoccupé. C'était la première fois que Zola le voyait aussi préoccupé. Il l'avait bien déjà vu inquiet et tendu à des époques où des menaces pesaient sur le royaume. Mais cette fois, il savait que la situation était tout autre. Lui-même s'en doutait d'ailleurs depuis un moment déjà. Précisément depuis que la pluie était revenue à l'improviste. Dis-moi ce que tu penses de tout cela, père. Gao releva brusquement la tête et fixa son fils. Un véritable marginal. Il n'en faisait toujours qu'à sa tête, mais sans pour autant bousculer l'ordre établi de la communauté. Les affaires du royaume t'intéresseraient-elles soudain ? Demanda le premier conseiller avec un fin étonnement. Mais elles m'ont toujours intéressé, père. Simplement, j'ai toujours estimé qu'elles n'avaient pas besoin de moi. Le jeune homme sourit, se gratta machinalement le crâne, puis reprit. Écoute, je veux juste avoir ton opinion et tes conclusions sur la situation qu'a engendrée la venue du prince Kana. Je te sens très perturbé. Eh bien, mon fils, si c'est simplement pour avoir mon opinion, je ne vois pas en quoi cela pourrait te servir. Ce qui m'intéresse, moi, c'est quelqu'un qui soit capable de se rendre compte de ce qui se passe et de préserver le royaume. Le roi ne m'écoute pas, ni moi, ni qui que ce soit qui le mettra en garde contre Kana. Je ne sais plus comment m'y prendre. Je me demande ce qui le rend aussi aveugle. La seule volonté du respect et des lois de l'hospitalité n'est pas une explication suffisante. Kana mijote quelque chose, c'est certain. Le roi est envoûté, père. Emporté par la force de ses réflexions, le vieil homme ne se rendit pas compte que la phrase de son fils était une affirmation, non pas une suggestion, une affirmation. Le roi est envoûté, répéta-t-il calmement en détachant chaque syllabe. Le premier conseiller regarda son fils avec insistance. Envoûté ? Le roi envoûté. C'était bien la dernière chose à laquelle il aurait pensé, tellement cela lui paraissait invraisemblable. Pourtant, il aurait dû. Que dis-tu ? C'est bien ce que tu as entendu que j'ai dit, père. Le roi est sous emprise. Qu'est-ce qui te fait croire cela ? Et comment s'il serait pris Kana pour y parvenir ? Doucement, je n'accuse personne. Je n'ai pas dit que c'était Kana. Rien aujourd'hui ne me permet... Il hésita, puis, posant ses yeux sur son père, il continua. Il y a quelque chose que tu dois savoir, père. Les circonstances m'y obligent. Il se leva. Il était de taille un peu au-dessus de la moyenne et plutôt athlétique. Ce n'était pas étonnant car il ne rechignait jamais devant une tâche quelconque, quelle qu'elle soit. À force d'activités diverses, il était solidement façonné. Il contourna lentement le fauteuil et s'arrêta, s'appuyant des deux mains sur le dossier. Il faisait face à son père. La tunique longue qu'il portait le faisait paraître plus grand encore qu'il ne l'était. Il y a une chose que je ne t'ai jamais dite. Mes nombreuses visites chez notre guérisseur de son vivant m'avaient permis d'être très proche de lui dans un certain sens. Il me considérait comme le fils qu'il aurait aimé avoir et estimait que j'étais assez doué et disposé pour lui succéder. Il aurait d'ailleurs aimé que cela soit le cas. Malheureusement, il est parti trop tôt pour cela. Gao s'était redressé sur son siège. Et
T'a-t-il initié demanda-t-il. Initié, non. Il ne m'a pas initié. Tu l'aurais su. Tout juste avait-il pu m'apprendre quelques pratiques qu'il jugeait essentielles, mais rien qui nécessite une initiation. Eh bien, j'ai un apprenti sorcier sous mon toit. Je ne le sais même pas, s'exclama Gao. Et moi qui m'imaginais que je n'avais d'intérêt pour rien. Dis-moi, as-tu d'autres révélations à me faire? Oui, hélas, soupira Zola, mais celle-ci concerne le royaume. Il revint s'asseoir, le buste penché en avant, regardant intensément son père. Le soir où le vieux Wazaba est mort, plus précisément le jour où il a été tué, j'étais là. Mais attends, père, laisse-moi terminer. Zola parlait très calmement. Comme son père, il ne lui arrivait que très rarement de s'emporter. J'étais là, mais je suis arrivé trop tard. Je ne pouvais plus rien faire. C'est moi qui l'avais allongé sur son lit. Il s'était écroulé sur le sol quand je suis arrivé et il pouvait à peine bouger. Il avait pu me glisser quelques informations avant de perdre conscience. Le premier conseiller était de plus en plus tendu. Penché en avant, il buvait littéralement les paroles de son fils. Il se disait qu'il y avait enfin quelque chose qui justifiait ses soupçons. Lorsqu'il a ressenti cette piqûre au cou, il a pu voir, en se retournant, la silhouette d'un homme qui s'enfuyait après avoir ramassé quelque chose. « Qu'est-ce qui a pu causer cette blessure » interrogea Gao. « Je ne sais pas, il n'a pu me le dire. »« Mais que t'a-t-il appris alors? Qui était cet homme » s'impatienta le premier conseiller. Il n'a pu distinguer qui c'était. Le jeune homme marqua une pause. Lisant une forte déception sur le visage de son père. Brusquement, il lui demanda « As-tu jamais entendu parler des sphères maudites, père ?» Surpris, Gao se rejeta en arrière dans son fauteuil. « Les sphères maudites? Mais c'est une très vieille légende, si vieille que je ne me rappelle même plus trop ce qu'elle raconte, si ce n'est que ces boules engendrent le malheur. Mais pourquoi me demandes-tu cela? D'après ce que j'ai compris, ces boules existent, père. Tous les sorciers, où qu'ils soient, sont convaincus de leur existence, sans pour autant savoir exactement où elles se trouvent. Mais le vieux Wazaba était convaincu que notre royaume est bâti dans la région où se trouvent justement ces 3 sphères. 3 sphères? Oui, il y en a 3. Et je me dis que si le vieux m'en a parlé, c'est qu'un grand danger nous menace et qu'il se savait condamné. Et aussi qu'il avait une sacrée confiance en toi. Oui, répondit Zola, pensif. Puis il reprit. Il y a une sphère à Louhémo, une à Kiazi, et la 3e se trouve quelque part dans la gorge de Dieu. Comment cela à Louhémo et à Kiazi? Nos 2 villages sont construits aux emplacements où se trouvent ces sphères. À Louhémo, elles se trouvent exactement sous le palais. À Kiazi, je n'en ai aucune idée. Et quelle est l'utilité de ces sphères? Cette légende remonte à je ne sais combien de générations, et je ne me rappelle vraiment plus de rien. Tout ce que je sais, c'est qu'elles ont certains pouvoirs et qu'il ne faut en aucun cas qu'elles soient réunies. Le roi est sous l'emprise de celle qui se trouve sous le palais. C'est après m'avoir dit cela que le vieux Wazaba a perdu connaissance. J'ai préféré ne pas m'attarder. Quelqu'un pouvait venir ou revenir. Et pourquoi n'as-tu rien dit depuis tout ce temps? Le jeune homme s'adossa contre son fauteuil. Je ne pouvais pas me hasarder à dévoiler ce que je savais sans en connaître l'instigateur, père. Et si je ne t'ai rien dit, même à toi, c'est parce que je ne voulais pas que tu prennes le risque de te confier à quelqu'un qui te trahirait, comme cela est arrivé à Mongo. Gao regarda son fils avec une lueur de fierté dans les yeux. Les circonstances te donnent raison aujourd'hui, mon fils. Tu as très bien agi. Je crois savoir où se trouve ce que nous cherchons, Kana. Que tu le crois ne me suffit pas, répondit sèchement le prince. Il faut que tu en sois sûr. Alors j'en suis sûr, affirma Mokosi, la gorge soudain sèche.
Cet homme avec lequel il s'était lié le mettait mal à l'aise. De jour en jour, il lui semblait de moins en moins sociable, de plus en plus éloigné de l'image qu'il voulait donner de lui-même. Il le voyait à certaines de ses réactions qui révélaient un être nerveux et explosif. Mais la perspective qui s'offrait à lui de retrouver un peu de son passé valait bien quelques désagréments. « Il fait nuit noire dehors, je pense que nous pourrions y aller tout de suite. »« En effet, répondit le prince, le plus tôt sera le mieux. » Quelques instants plus tard, ils étaient en bordure du village de Kiasi avec Opoku et 4 serviteurs de Kana. Avec maintes précautions, ils entreprirent de creuser dans une paroi qui se levait d'environ 6 pas. Ils creusaient depuis un bon moment lorsqu'ils entendirent un grincement. Malgré toutes leurs précautions, ils avaient quand même réveillé les habitants de la demeure la plus proche, à une 50aine de pas. En un clin d'œil, ils se mirent tous à l'abri des regards dans les ombrages de la végétation. Une silhouette apparut près du mur de la bâtisse, une torche à la main. L'homme scrutait la lisière du village, à la recherche de la cause de ce qui l'avait réveillé. Il se mit à approcher pas à pas. Bientôt, la lueur de la torche permit de distinguer un visage. C'était un vieillard. Cela expliquait sa témérité, car les plus jeunes n'osent pas s'aventurer ainsi la nuit à la limite du village, surtout après avoir entendu un bruit sourd indéfini. La crainte des esprits était plus l'apanage des jeunes que des anciens. Tapi sous le feuillage des buissons, Kana s'impatientait. « S'il découvre l'orifice, tu t'occupes de lui, » chuchota-t-il à son fidèle bras droit. Ce dernier entreprit de ramper lentement vers le haut de la paroi. Le vieillard s'arrêta. Après avoir jeté un dernier regard, il entreprit de faire demi-tour. Il se dirigea vers sa demeure. Soudain, il s'arrêta et se retourna brusquement, comme s'il venait de se rendre compte de quelque chose que son regard avait enregistré plus tôt. Il leva la torche devant lui et se dirigea droit vers la paroi, directement vers l'emplacement de l'orifice. Du haut de son perchoir, Opoku attendait que le pauvre homme se rapproche. Ce dernier arriva au bas de la petite muraille. Il avança sa torche pour tenter de voir l'intérieur de cette ouverture qui n'existait pas encore au coucher du soleil, mais il n'en eut pas le temps. Il entendit un très faible sifflement au-dessus de sa tête. Il la releva et en même temps ressentit une forte douleur à la joue. La torche tomba tandis qu'il portait la main à son visage. Mais il n'y trouva rien. Il se mit alors à tituber, puis tomba à la renverse, secoué de soubresauts, le regard fixant le ciel sombre. Il s'arrêta de bouger. C'était tout juste si ses paupières pouvaient encore battre. En un éclair, Kana fut près de lui. Voyant qu'il n'y avait plus rien à craindre de la pauvre victime, il fit signe à ses serviteurs de reprendre leur activité. Il envoya Opoku inspecter la demeure du vieillard. Celui-ci revint quelques instants plus tard. Il n'y avait personne d'autre. « Qu'allons-nous faire de lui ?»« Il servira à colmater l'ouverture, » répondit Kana. « De toute façon, il n'a plus vraiment besoin d'air. » Il ricana. « Je pense plutôt que nous devrions le laisser à l'air afin que l'on puisse le découvrir, maître. »« Ah oui, c'est vrai, » ironisa le prince, « parce que de toute façon, un cadavre finit toujours par révéler le lieu où il a été dissimulé. C'est bien cela, Opoku. »« Oui, maître. »« Très bien, comme tu voudras. » Un léger cri et un bruit d'éboulement attirèrent son attention. « Viens voir, maître !» C'était l'un de ses serviteurs qui l'appelait. Le prince se glissa dans l'ouverture. Celle-ci débouchait dans une sorte de grotte qui s'enfonçait dans le sous-sol. « Vite, une torche !» aboya-t-il. Il avait hâte de parcourir ce souterrain jusqu'à l'objet de sa convoitise, la sphère qui s'y trouvait. Une de ces sphères qui lui permettrait de réaliser ses desseins. Opoku avait allumé une torche et ils entreprirent de descendre dans le sombre tunnel, suivi de Mokoshi, tandis que les autres restaient faire le guet devant l'entrée du passage. Le souterrain n'était pas très long. Il décrivait un S, et au bout de quelques minutes à peine, les 3 hommes débouchèrent dans une petite caverne, du fond de laquelle résonnait un clapotis. Opoku raviva la flamme de la torche et commença à fouiller dans les recoins. Il glissa
et se maintint en équilibre de justesse. L'humidité avait rendu le sol très glissant. Après quelques minutes de recherche, il fut évident que cette petite chambre souterraine ne renfermait rien. Pas de sphère, ni en haut, ni en bas, nulle part. Alors, Mokosi, demandant Kana d'une voix froide, tu ne m'as pas fait venir ici pour rien, j'espère. Je t'assure, la sphère, elle doit, elle est forcément quelque part, par ici, balbutia le conseiller. Peut-être, lui répondit le prince, mais s'il faut creuser dans cette roche, tu creuseras seul. Ou alors, je creuserai avec ton crâne. Hey! C'était Opoku. Il désignait un point au fond de la caverne, dans l'eau. Une lueur apparaissait au fond de l'eau. Elle ne s'y trouvait pas lorsqu'ils étaient arrivés. Avec 1000 précautions, Kana se mit à se rapprocher de la lumière, sans la quitter des yeux. Il arriva à un demi-pas du bord et se pencha en avant. Elle était là, noire, enveloppée dans un cocon de lumière absorbée de la torche sur le fond sablonneux. Tout autour, à moins d'un pas de distance, l'eau était noire, menaçante. Une lumière de convoitise brillait dans les yeux du prince. De satisfaction également, car il faisait là un véritable bond en avant dans ses projets, qui prenaient forme. Après cette nuit, il ne lui resterait plus qu'une étape. Comment allons-nous la récupérer de là, hasarda Mokosi. Puisque tu poses la question, cher conseiller, à toi l'honneur, lui répondit Kana en lui désignant les flots. Il marqua un temps d'hésitation, tandis que le prince le fixait d'un regard qui ne prêtait pas à contestation. Il déglutit, puis se résigna à obéir. Il se débarrassa de sa tunique et se rapprocha de l'eau. Lentement, très lentement, il commença à descendre dans le bassin couleur charbon. Il s'y enfonça jusqu'à la taille. La sphère était à moins de 3 pas. Tout doucement, il avança, évitant de trop remuer l'eau, de peur de déranger un quelconque pensionnaire des lieux qui n'apprécierait pas cette intrusion. Enfin, il fut en mesure de s'en emparer. Il n'avait plus qu'à se baisser pour l'avoir dans ses mains. Il se pencha. Au moment où ses mains se posèrent sur l'objet, la lumière s'évanouit. Surpris, Mokosi se redressa brusquement et fit mine de sortir de l'eau, provoquant un remous bruyant. Derrière lui, la lumière était revenue. « Tu n'as rien à craindre, lui lança Kana. Prends-la vite, et tu pourras sortir. » Le pauvre homme jetait des regards apeurés autour de lui. « Allez !» s'impatienta le prince. Le conseiller revint précipitamment vers la sphère. Il ne servait plus à rien de prendre des précautions. Il se pencha à nouveau et la prit en la regardant avec de grands yeux. La lumière s'estompa à nouveau, mais cette fois il ne lâcha pas prise. Il revint vers le bord du bassin pour enfin mettre un terme à ce désagréable bain forcé. Il ne distinguait même pas le haut de ses cuisses sous l'eau. « Donne-la-moi » Debout au bord du plan d'eau, Kana tendait les bras vers la sphère. Mokosi la mit sous un bras et tendit l'autre vers le prince. « Aide-moi d'abord à remonter, Kana. »« La sphère » chuchota ce dernier, retirant ses bras et le fixant d'un regard de reptile. Le conseiller n'osa pas résister. L'eau lui paraissait de plus en plus froide, de plus en plus noire. Il tendit l'objet tant convoité, le prince s'en empara avec un sourire avant de se détourner de lui. Au passage, il adressa un signe de la tête à Opoku. Celui-ci se dirigea alors lentement vers le conseiller. Il le regarda un petit moment avant de lui tendre un bras et de l'aider à sortir de l'eau. Les 3 hommes ressortirent du souterrain après que Kana ait soigneusement enveloppé la sphère dans un tissu. Il s'était mis à tomber quelques gouttes de pluie. « Vite, dépêchez-vous » ordonna Opoku au serviteur qui obstruait le passage. Il fallait en effet se hâter, car si la pluie redoublait d'efforts, il y aurait immédiatement du monde dehors pour placer des fûts de manière à récupérer l'eau coulant des toits. Malgré la nuit noire, il valait mieux éviter tout risque d'être surpris ou aperçu. Il ne fallait pas non plus que l'on puisse découvrir le passage. Du moins, pas avant qu'il ne soit trop tard.
Allongé dans son lit, Zola n'arrivait pas à trouver le sommeil. Pourtant il aurait dû, car d'avoir parlé à son père de tout ce qu'il savait lui avait énormément soulagé la conscience. Il lui avait été très difficile de porter seul un secret aussi lourd. Une fois de plus, il fit défiler dans sa tête tous les éléments de la situation. Un prince étranger qui semait le trouble dans le royaume, imperceptiblement mais sûrement. Un conseiller qui avait trahi les siens, Mokosi, au point de causer la mort de ses plus proches collaborateurs, car s'il n'avait pas la preuve de cette trahison, Zola savait que Mokosi avait menti le jour où Mongo et Soumaï avaient trouvé la mort. Jamais Mongo ne lui aurait demandé de ne pas se rendre à une réunion du conseil. Un roi sous l'emprise d'une puissance occulte. Et enfin, 3 sphères mystérieuses dissimulées dans le royaume. À quoi pouvaient-elles donc servir? Wazaba avait tout juste eu le temps de lui dire que les 3 ne devaient jamais être réunis, sous aucun prétexte. Le jeune homme se disait donc qu'il suffisait d'avoir l'une d'entre elles en sa possession et de la détruire. Mais par laquelle commencer? La seule dont il connaissait plus ou moins l'emplacement était celle sous le palais. Vers le centre, lui avait glissé le vieil homme agonisant. Ce qui la situait en fait sous la grande salle du palais. Comment faire admettre au roi qu'il lui fallait démolir son somptueux sol de dalles pour en sortir une boule dont il ne savait même pas d'où elle provenait ou à quoi elle pouvait servir? D'autant plus qu'étant envoûté par ou pour le prince étranger, il ne serait certainement pas d'avis à favoriser une action qui irait à l'encontre des desseins de ce dernier. Même inconsciemment, il y serait inévitablement opposé. Soudain, une hypothèse lui apparut. Si cette fameuse sphère jouait un rôle dans le contrôle du roi, pourquoi donc n'avait-elle pas agi plus tôt depuis le temps qu'elle était là-dessous? Un concours de circonstances? La présence de Cana? Ou des éléments dépendant de la présence du prince étranger? Le martèlement de plus en plus violent de la pluie le tira de ses réflexions. Il se redressa et fila à la cuisine pour en sortir 2 grands fûts en bois. Il les fit rouler jusqu'à l'extérieur et les plaça sous les gouttières prévues à cet effet. Puis il alla s'asseoir sur un tronc d'arbre placé le long du mur, bien à l'abri de la chaude douche qui s'abattait sur le royaume, regardant les petits ruisseaux de pluie qui coulaient dans l'allée du jardin pour finir leur course en contrebas dans la gorge de Dieu. La gorge de Dieu. Le jeune homme était justement bien placé pour en voir la plus grande partie de là où il se trouvait. Mais il faisait beaucoup trop sombre cette nuit pour en distinguer quoi que ce soit. Et c'était là-dedans que se trouvait une de ces fameuses sphères. Autant rechercher un brin d'herbe dans la savane. Il sursauta. Il venait de ressentir un contact chaud contre son dos nu. « Tu as déjà sorti les fûts, grand frère. J'ai vu que tu n'étais pas dans ton lit, alors je suis venu voir ici. » La petite voix fluette de son frère cadet le fit se décontracter. Le petit dernier de la famille avait à peine une dizaine d'années d'âge. Il n'en avait que 4 lorsque leur mère décéda à la suite d'une maladie, et Zola étant son seul frère au milieu de plusieurs sœurs, ils étaient naturellement très proches. « Tu n'arrives pas à dormir, bonhomme? C'est la pluie qui m'a réveillé. » Il le prit dans ses bras et le posa à côté de lui. Le petit avait encore l'air à moitié endormi, et sa tête s'appuya machinalement contre l'épaule de son aîné. Zola le regarda somnoler. Il avait aussi le crâne chauve. Il voulait toujours tout faire comme son grand frère. Quelle que soit la coiffure que se faisait Zola, il voulait avoir la même. Même si sa boule à 0 lui avait valu quelques colibés de la part de ses petits camarades. « De quoi parlais-tu avec papa? Que sont ces sphères ?» demanda-t-il soudain. Zola tressaillit. Il ne devait en aucun cas arriver aux oreilles de Cana qu'il y avait quelqu'un qui connaissait l'existence des sphères. Cela pouvait compliquer les choses et devenir dangereux. Des sphères? Tu as dû rêver, gamin. Alors ainsi tu rêves de sphères. Serait-ce ton petit crâne chauve qui t'inspire de la sorte? Le petit garçon sortit soudain de sa torpeur et leva la tête vers son aîné. Je n'ai pas rêvé. Je sais quand même faire la différence quand je suis éveillé. Je sais que vous parlez de boules. Je sais même qu'il y en a 3. Et que... tais-toi, ça va. L'interrompit Zola en regardant aux alentours.
Les voisins étaient également sortis pour placer des récipients, mais la pluie battante avait certainement couvert la voix de son petit frère. Celui-ci paraissait en tout cas très sûr de ses propos, et Zola comprit que cette fois, il ne pourrait pas l'amadouer comme il lui arrivait si fréquemment de le faire, bien que de plus en plus difficilement. Il était vrai que le gamin était de moins en moins un gamin. « Écoute, Nsuka, je vais te faire un aveu. Bon, c'est vrai que je parlais de sphères tout à l'heure avec papa, mais nous ne savons pas du tout ce qu'elles sont, ni lui ni moi. Par contre, je vais te demander quelque chose de très important. » Il marqua une pause pour s'assurer que son cadet écoutait bien ce qu'il lui disait. Ce dernier, voyant que Zola avait cessé de parler, avait relevé la tête vers lui. « Quoi donc ?» demanda-t-il. « Tu as confiance en moi, petit frère ?»« Oui, » répondit le gamin, attentif. « Alors, écoute-moi bien. Tu ne devras parler à personne de ce que tu as entendu ce soir. À personne ? À personne, gamin. Ni à tes petits camarades, ni à tes petits cousins, à personne, pas même à ta sœur. Pas même à tes sœurs. » Le garçon posa sur son frère un regard interrogatif. « Mais pourquoi ? » ?»« Parce que sinon ces sphères amèneront le malheur sur nous. Tu ne voudrais pas que le malheur nous frappe, petit frère. »« Bien sûr que non. » Zola le serra contre lui. « Alors continue à me faire confiance. » La pluie tombait de plus en plus fort, comme si elle avait du temps à rattraper. L'allée n'était plus qu'une mosaïque de ruisseaux. Après avoir placé leurs fûts et autres récipients, les habitants des alentours étaient retournés dans le confort de leur lit. Nsuka s'était remis à somnoler. Son aîné le secoua légèrement. « Hé, gamin, tu feras mieux de retourner dans ton lit, ce sera sûrement plus confortable pour toi. » Le petit se frotta les yeux, puis regagna tout doucement son lit. Un éclair déchira les cieux et se perdit dans la noirceur de la gorge de Dieu. Quelques instants après, le tonnerre se fit entendre, roulant vers le lointain. Zola s'était mis à réfléchir. Comment tirer le roi de cette emprise ? Si c'était cette sphère sous le palais qui agissait sur lui, il faudrait alors l'éloigner pour le temps nécessaire. Mais comment persuader le roi de quitter son palais pour une période, aussi courte soit-elle ? Il laissa à nouveau errer son regard dans l'obscurité. Un nouvel éclair traça une ligne zébrée dans le ciel. Zola attendit le son du tonnerre, puis se décida à retourner se coucher.